Euh, donc, cette présentation je vais vous résumer deux études sur un peu des thèmes similaires que j'ai menées sur les interrogatives qui commencent par comment en français et qui ont une interprétation non canonique de raison. C'est des articles c'est une étude qui a donné lieu à ces deux articles, 2021 et 2022, en collaboration avec Ion Yo, Lucia Tovena et Rachel Albar. Nous avons aussi analysé la prosodie de ces questions, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de la prosodie, c'est seulement de l'aspect interprétatif. Et après, l'autre étude est sur les interrogatives qui commencent par comment ça et leur contrepartie espagnole, le como que, les interrogatives qui commencent par como que, qui, on verra, ont les mêmes, nous proposons qu'elles ont les mêmes la même interprétation, les mêmes fonctions pragmatiques que comment ça en français. Et c'est un travail que j'ai mené avec Jan Fliesbach de l'Université de Potsdam et Hyun Yo. Les autres collaborateurs sont de LLF, sont mes collègues. S'il y a le temps, on verra un peu on dira deux mots sur ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais c'est encore un travail qui vient de commencer, donc ce n'est pas abouti. Les interrogatives qui commencent par comment en français peuvent avoir une interprétation canonique, disons, de manière ou de moyens, mais elles peuvent aussi avoir une interprétation qu'on appelle des raisons. On affinera on donnera plus de détails sur cette interprétation-là. On pourrait résumer ces trois interprétations avec les réponses qu'on peut donner à cette question qui pourrait être interprétée de façon ambiguë. Hein, comment tu pourrais refuser sa proposition avec tact, manière, hein, interprétée comme une question sur la manière, en envoyant une lettre moyen. J'essaie, mais déjà accepter un poste en Chine, donc tu vois, je ne peux pas... Voilà, on peut donner des justifications au fait qu'on refuse la proposition, et ça, ce serait l'interprétation qu'on appelle de raison. Donc, il y a beaucoup de termes qui seront proposés aujourd'hui, donc j'espère que vous retrouverez. On appellera ça préjacente. Ce n'est pas peut-être précis. On utilise le terme préjacent pour d'autres types d'objets sémantiques, mais disons, dans ces contextes, nous avons décidé d'appeler cette partie-là le contenu sémantique hein, de l'interrogative sans comment comme la préjacente. En fait, on peut dire que l'élocuteur est généralement est surpris, généralement d'une façon négative envers la possibilité de ce qui est décrit par la préjacente, justement. Et donc, les locuteurs demandent des explications, des justifications, donner des explications pour qu'ils puissent considérer la préjacente comme possible, comme vraie. Hein, là, c'est le côté question de raison, hein, quand on dit que c'est une question qui demande la raison, mais il y a aussi ce côté surprise, hein, ce côté le locuteur est surpris et souvent négativement surpris, qui compte, on verra, qui compte dans l'interprétation de ces questions. Donc, dans cet exemple-là est ambigu, l'interrogative est ambiguë et en contexte, on pourra comprendre, le contexte nous dira si la question est des manières, moyens ou raisons. Mais il y a aussi des propriétés, disons, morphosyntaxiques. La forme de l'interrogative peut favoriser une interprétation des raisons, hein, que je continue à appeler interprétation des raisons. Par exemple, la négation facilite énormément cette interprétation-là. Il est
extrêmement difficile disons, la raison est que c'est extrêmement difficile de trouver des contextes où on pose une question sur la manière dans laquelle un événement n'a pas eu lieu. Comment vous n'avez pas fait quelque chose, dans quelle manière vous n'avez pas fait quelque chose, c'est évidemment très rare, c'est possible mais très rare. Donc, comment n'avez-vous pas reçu ma lettre sera interprété comme une question de raison. Donc, là, cette interrogative est présente, par exemple, dans l'article d'Esmé et Gauthier 2009, qui est un article qui parle déjà de ces types de questions. Donc, on trouve des interrogatives négatives comme ça. Or, certains locuteurs me disent qu'ils n'aiment pas trop cette question, même avec une interprétation comment n'avez-vous pas reçu ma lettre? Comment est-il possible? Et préfère toujours avoir un verbe modal. Ici, j'ai essayé de construire la phrase avec un verbe modal. Comment pouvez-vous n'avoir pas reçu ma lettre? Ou quelque chose de ce type-là. Je ne sais pas si vous partagez, j'aimerais bien avoir votre avis parce que il nous semble que dans l'expérience que nous avons menée de production et disons, les stimuli que nous avons utilisés pour notre expérience contenaient tous un modal. Donc, pour être sûr que, voilà. Mais des interrogatives sans modal sont présentés comme ayant une interprétation des raisons et pourtant, voilà. Il y a l'ordre des mots, comment n'avez-vous pas reçu ma lettre? Tu ne vas pas avoir ça, mais par contre, je ne pense pas, mais tu vas avoir, comment tu n'as pas reçu ma lettre? D'accord, très bien. Donc, c'est un problème de positionnement de la négation. Là, ça, c'est pas. Ça plutôt pas avoir reçu ma lettre. Comment, pardon? Comment pouvez-vous ne pas avoir reçu ma lettre? Ah là, désolé, c'est peut-être mon erreur. N'est pas avoir reçu ma lettre, oui, bien sûr. C'est grammatical, hein, ça. Oui, c'est complètement grammatical. D'accord, ok. Mais je pense que la 5, il y a une histoire de registre aussi. C'est que quand on dit comment n'avez-vous pas reçu ma lettre, pour moi, j'ai une perception de registre soutenue. Ce qui fait que ça peut aussi poser un problème pas d'acceptabilité, mais oui, je ne le dirai jamais ou pas dans des contextes. Ouais. Mais elles sont parfaitement grammaticales. Et cela dit, comme Florence, je suis tellement d'accord que quand je retape la phrase, je ne retape pas ce qu'elle écrit là, mais ce que tu as dit toi. D'accord, oui, c'est grammatical. Intéressant, je prends note. Comment tu peux l'avoir. Quand vous avez dit que ça ne pas la question, ça veut dire que non acceptable ou ça soit la question de non, qu'il ne le dirait pas, donc non acceptable. Normalement, sans les modales, ces questions avec interprétation des raisons, certains locuteurs ne les aiment pas. Encore une fois, les phrases que tu leur proposes sans modal, si tu changes, comme j'ai proposé, ils les aimeront beaucoup plus. Avec la négation, mais ce n'est pas que celle avec la négation. En général, d'ailleurs, la négation aide l'interprétation des raisons et aide à accepter la… Comment vous n'avez pas reçu ma lettre? Tout dépend comment tu représentes le matériel. Oui, non, c'était juste des avis comme ça. Il y a d'autres facteurs, donc ça peut compléter un peu le cadre de cette discussion. Voilà, les modaux, je viens de les dire, ou semi-modaux, comme oser, ou vouloir. Mais le sens est toujours épistémique. Comment est-il possible, même si on a à vouloir, l'interprétation est un peu comment est-il possible que on va y revenir sur l'interprétation. Les conditionnels, aussi les mots conditionnels qui favorisent l'interprétation modale et favorisent cette interprétation des raisons. En même temps, là, je me suis un peu amusée à revoir mes données parce que là, on a le verbe pouvoir plus que conditionnel. Est-ce que l'interprétation serait la même, mais comment tu le quitterais? C'est l'amour de ta vie.
Le problème, c'est le sujet, c'est comment, déjà pourrais-je, déjà j'aurais du mal avec, mais c'est le jeu, comment tu pourrais le quitter, me paraît, mais c'est très intuitif, hein, mais comment pourrais-je le quitter? Oui, le jeu, je suggère le tu, comme cette combinaison est grammaticale, bien évidemment, mais je ne la vois pas dans les textes. Je pense que tu veux. Je ne sais pas ce que tu fais, ce que tu cherches. Mais comment tu pourrais les quitter? Mais tu as toujours dit qu'il était l'amour de ta vie. Mais comment tu peux les quitter? Comment tu peux avoir décidé de les quitter? C'est un peu ça. Donc, c'est peut-être... Non, non, ça c'est des phrases construites. C'est pour ça que... Non, 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 non. Non, non, non. C'est comment tu peux imaginer le quitter, tu vois, comment tu peux le quitter. Tu peux le quitter, oui, ça marche. Mais comment tu le quitterais? Pas du tout. Ouais. Donc, comment tu pourrais le quitter? Oui. C'est ce que j'ai remarqué en créant, hein, parce que c'est vraiment des phrases construites. La deuxième, hein, pour dire, parce que j'ai remarqué qu'il y avait les modales dans l'exemple qu'on donnait du mode conditionnel. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe si je mets seulement les conditionnels? Et effectivement, mes intuitions d'italienne étaient comme vous, effectivement, mais comment tu les quitterais? Par téléphone ou par... les mais devraient favoriser l'interprétation des raisons. Mais je n'en reviens pas, je ne comprends pas, ça me surprend, et c'est pour ça qu'on a un mais. Normalement, ça devrait favoriser l'interprétation des raisons. Et pourquoi tu dis, vous avez mais, pourquoi pour favoriser l'interprétation des raisons, oui, oui. Alors là, j'espère qu'il y a moins de désaccords, que l'expression de haut degré favorise l'interprétation des raisons. Mais comment peux-tu quitter un homme aussi adorable? Il nous semblait que, à moins d'un non-stimuli dans l'expérience des productions que nous avons faites, nous avons utilisé l'absence d'inversion de sujet, mais là, je ne suis plus sûre que ça favorise toujours l'interprétation des raisons. Donc, mais comment tu pourrais les quitter plutôt que comment pourrais-tu les quitter? Parce que récemment, en discutant avec Gabriel Tiberge, qui a aussi collabore récemment à ces projets, disons, l'inversion du sujet n'est presque plus la forme canonique à l'oral de former une interrogative en français. Et donc, il se peut qu'elle prenne qu'elle soit réservée à des interprétations moins canoniques. Donc, je me demande si elle ne pourrait pas être, en revanche, favoriser l'interprétation des raisons, vu que c'est une construction qui est désormais marquée. Voilà. Là aussi, je vous laisse cogiter. Voilà. Donc, ces aspects morphosyntaxiques favorisent l'interprétation des raisons et nous permettent aussi un peu nous aident aussi à comprendre cette interprétation des raisons qui est plutôt complexe. Et pour nous, elle est caractérisée par les ingrédients suivants. Donc, il y a un biais. Donc, la préjacente présente une incohérence par rapport aux connaissances du locuteur et donc à ses attentes.
les locuteurs, donc l'interrogative pour nous a une force questionnante. Elle n'est pas une question rhétorique. Je vais en reparler de l'aspect rhétorique, mais elle n'est pas complètement, elle n'est pas rhétorique. Il y a une force questionnante parce que le locuteur veut réviser ses connaissances, veut être aidé à réviser ses connaissances pour qu'il puisse accepter cette préjacente comme vraie, possible, comme voilà, est prêt à réviser ses attentes, ses connaissances. Il y a tout de même un effet de surprise à cause de ces décalages entre la possibilité de la préjacente et ses attentes. Cela engendre aussi généralement il y a aussi une composante émotionnelle qui est souvent présente parce que le locuteur est confus, peut-être effrayé ou aussi indigné, disons, le fait que le locuteur puisse être indigné, mais comment peux-tu faire ça pardon, comme colère, exactement. Alors, dans ces cas-là, on s'approche plus peut-être à une interprétation rhétorique. Et cette interprétation rhétorique, c'est-à-dire j'affirme la négation de la préjacente, est favorisée, encore une fois, par si la forme de l'interrogative favorise une interprétation comme si l'interlocuteur violait une règle générale. Donc, peut-être que l'interprétation rhétorique est plus facile si on a comment peut-on refuser une proposition d'un poste aussi important plutôt que comment peux-tu refuser la proposition de Julie, donc où l'interrogative est sur un contexte spécifique plutôt que comment peut-on en général refuser un poste aussi important. Tout le monde sait qu'on ne peut pas le refuser. Et là, on arrive un peu de façon graduelle à une interprétation qui est plutôt d'assertion rhétorique. Donc, mais ce n'est pas tout le temps comme ça. Donc, c'est difficile d'établir si c'est une vraie question rhétorique ou si c'est plutôt une vraie question qui demande ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui demande d'avoir plus de détails sur, d'avoir des justifications, des explications pour pouvoir réviser son stock de connaissances et donc accepter la préjacente. Et voilà, et cet aspect rhétorique, comme il y a un peu la violation d'une règle générale, peut-être c'est là où on a un peu plus ces côtés déontiques, tu ne devrais pas faire ça. Voilà, et nous avons aussi dans un des deux articles que je vous ai mentionné, nous avons regardé la prosodie de ces questions. Nous avons vu que la prosodie est aussi différente, une marque en plus, disons, de la forme de l'interrogative pour désambiguiser. La prosodie joue un rôle important. Et dans l'autre article, nous avons plutôt vérifié un peu avec un questionnaire que ces questions de raison avait effectivement une force questionnante et exprimait toujours de la surprise. C'est-à-dire que c'est des questions qui virent facilement vers la question rhétorique, qui n'est plus une question, une demande d'information. Donc, elles ont été appelées comme des questions rhétoriques parfois. Pour nous, elles ont quand même, il y a quand même la volonté d'avoir quelque chose de l'interlocuteur, notamment avoir quelques raisons, quelques justifications pour que je puisse accepter la préjacente. Comment est-ce que une force illocutoire de questions, voilà, c'est ça que on avait dit aussi dans notre article, on avait plutôt dit
je dis plutôt la nécessité d'avoir une contribution de l'interlocuteur fait la différence entre une assertion simple, même si elle soit rhétorique. Le locuteur pourrait continuer son turn, sa contribution, sans avoir une réponse quelconque. Oui, oui. Oui, après, on a utilisé une autre expression. Mais c'est ça, voilà. Donc, nous avons mené un petit questionnaire, c'est vraiment tout petit, où nous avons présenté des phrases ambiguës qui étaient introduites par Comment, avec un contexte qui les désambiguisait. En fait, nous avons présenté aux participants un contexte qui n'est pas montré ici, mais qui précède la question. Ensuite, la question. Et après, on a demandé aux participants, la personne qui dit cette phrase cherche une information et il devait donner une réponse de 1 à 6, est surprise de 1 à 6, et elle éprouve une autre émotion, si oui, laquelle, et là, il pouvait donner des réponses ouvertes. Nous avons analysé statistiquement les résultats. Nous avons considéré ces points-là comme des valeurs catégorielles. Hein. C'est pour ça que nous avons utilisé un modèle ordinal, il me semble, en français. Les résultats sont que, disons, pour l'interprétation de manière, l'interrogative est considérée comme étant une demande d'information, donc une vraie question. La valeur qui est donnée est très haute, hein, la moyenne est plutôt haute, près de 6, alors que pour l'interprétation, pour l'interprétation de raison, on voit que cette force questionnante est moins présente, mais elle n'est pas nulle. Ce qui nous a plu, c'est qu'elle est tout de même pas pas complètement absente. Donc, il y a cette force questionnante, elle est là, même si elle est moins présente, hein, ce qui donne aussi un peu une idée qu'on peut considérer ces différentes forces illocutoires comme aussi quelque chose de gradable, hein, et pour la surprise, la question des raisons est considérée comme exprimant de la surprise, hein, la valeur est plutôt moyenne et haute. Et pour la manière, il y a aussi un petit peu de surprise parfois, considérer que les interrogatives c'était la même interrogative, donc on devait trouver des phrases qui étaient ambiguës. Donc parfois, ça a probablement fait pencher plus l'interprétation vers l'interprétation des raisons et ça rendait l'interprétation de manière moins naturelle ou moins. Et donc, ils ont peut-être interprété la surprise parfois. Oui. Une phrase, et là vous faites une échelle de Likert sur l'information, puis une échelle de Likert sur la surprise. C'est ça, oui. Et comment voudriez-vous faire le gâteau? Vous partez du principe que ça, c'est oui, mais on aura comment voudriez-vous faire le gâteau qui a un contexte, qui est précédé par un contexte qui force une interprétation des raisons. Le contexte que vous avez, vous raconter une histoire. Alors, je ne sais plus pourquoi je ne vais pas aussi ajouter les contextes, mais oui, vous avez raison, je n'ai pas donné. Donc, c'était quelque chose du type... alors, on organise une fête pour un ami et un groupe des amis décident de faire eux-mêmes les gâteaux. Ils nous disent qu'ils veulent faire eux-mêmes les gâteaux, mais on sait qu'ils ne savent pas du tout cuisiner. Voilà. Et alors, comment vous direz-vous faire les gâteaux? Vous ne savez même pas cuire un œuf. Parfois... pas ici, mais dans l'expérience des productions, par exemple, on avait ajouté aussi une phrase qui suivait et qui
confirmer mais pas pour ce questionnaire. Et dans l'autre cas, serait, alors je vais préparer un gâteau pour l'anniversaire de Paul. Nous voulons, et donc comment voudrez-vous faire les gâteaux? Dans le contexte, il y avait par exemple, je ne suis pas sûre si le faire en forme de guitare ou en forme de ballon de foot, voilà. Deux conditions, c'est-à-dire la condition manière et la condition Oui, tout à fait. Oui, oui. Et après, deux modèles différents. Donc, on a analysé la surprise et la recherche d'informations comme deux variables dépendantes différentes pour des modèles différents. Donc, voilà. Et oui, Excuse-moi, tu avais combien de sujets testés? une vingtaine, donc ce n'est pas énorme. Il faudrait probablement le refaire, cette expérience. En tout cas, ce qu'on a obtenu, et nous avons aussi, vous voyez que les résultats sont à l'inverse par rapport à la demande d'information et la surprise, et par rapport aux deux types d'interprétation. Et donc, nous avons aussi vu s'il y avait une corrélation entre cette valeur haute ici et cette valeur basse ici, et là et là. Et il y a une corrélation entre ces deux-là pour l'interprétation des manières, ce qui voilà, ne nous dit pas grand-chose. Peut-être que c'est plus intéressant qu'on n'a pas trouvé de corrélation entre ces deux-là, ce qui voudrait dire que finalement, les deux ne sont pas incompatibles. On peut être surpris et poser une question. D'ailleurs, c'est même plutôt attendu. La question, vous avez choisi une échelle à 6 degrés. Possibilité d'avoir un truc moyen. C'est ça, oui. Vous voulez qu'il décide. Comment? Oui, parce que donc je pense que c'est surtout pour la recherche d'informations, parce qu'on n'avait pas trop de doute que l'interprétation était des surprises, mais là, on voulait être sûr que voilà, ils prennent une décision et encore une fois, probablement je le ferai différemment aujourd'hui parce que je trouve que plus récemment, les expériences que j'ai faites, j'ai utilisé un slider et il me semble probablement plus sûr parce que voilà, on peut aller un peu plus instinctivement, faire bouger et là, ils étaient tellement peu, les points, 6, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est pour ça que finalement, on a même utilisé une analyse comme si chaque point était, comme si c'était pas vraiment, comme si on avait donné des mots, pas vraiment, peut-être, un petit peu, etc., hein, comme on fait parfois, comme si c'était des valeurs voilà, différentes et pas une échelle, et pas quelque chose de graduel. Oui. Oui, mais les analyses statistiques sont différentes. Alors qu'avec un slider, par exemple, on peut faire des analyses continues et voilà. Vous l'avez traité comme si ça avait encore moins d'informations en comparaison avec ce qu'on a vraiment. Les 6 points, c'est quand même une petite échelle, mais vous l'avez traité comme si c'était nominal, c'est-à-dire avec encore moins d'informations. Donc, c'est ça? Ben oui. Ouais. Dans un certain sens, oui. Voilà.
Et pour ce qui concerne la question ouverte, disons, les émotions qui ont été données, on a plus de réponses, parce qu'ils pouvaient laisser vide, plus de réponses d'émotions qui sont associées à l'interrogative avec les interrogatives, les questions, l'interprétation des raisons. Et en plus, disons, la plupart des émotions qui sont données, après les concept d'émotion, ça peut être interprété différemment par... Non, non, c'est une question ouverte, donc c'est les des participants. C'était une question ouverte. C'est eux qui, là j'ai traduit en anglais, mais c'est curiosité, perplexité, incrédulité. Et donc, évidemment, une question suscite de la... Ça veut dire que ça signifie que le locuteur est curieux. Ce qui peut être intéressant, c'est l'incompréhension qui fait penser qu'il y a, surtout ça nous intéressait de voir s'il y avait ces côtés questionnants, s'il était encore présent, qu'il ne s'agissait pas simplement de questions rhétoriques. Donc, l'incompréhension peut-être fait penser au fait qu'ils ont interprété la question comme même une question. Et après, comme on avait discuté tout à l'heure, colère, préoccupation, irritation, etc. Disappointment, donc être déçu, j'ai oublié le déception, voilà, là, qui confirme un peu ces attentes qui ne sont pas réalisées, merci. Mais aussi ces côtés négatifs qui semblent être présents et peut-être en voyant ce qui se passe avec les autres, comment ça, peut-être qu'il est lié plus à la présence des mots d'eau. Même si l'interprétation devrait être épistémique, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu cet aspect de déception, oui. Et si on regarde ce que chaque participant a fait, on a trouvé une importante variabilité, surtout dans les valeurs par participant. Chaque point est un participant. Par les valeurs données à la force questionnante des questions de raison. Donc, cette force questionnante est là, mais c'est peut-être plus difficile de comprendre pour des raisons sémantiques qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on demande vraiment à l'interlocuteur. Si on demande la manière, voilà, ça complète l'événement, c'est la manière dans laquelle une action ou un événement a eu lieu ou a été réalisé, une action a été réalisée, alors que demander de réviser, donc de donner plus d'informations pour que je puisse réviser mes connaissances et donc accepter la préjacente, c'est quelque chose de plus complexe qui peut-être est plus difficile à saisir. Voilà. Donc, pour conclure sur ces questions-là, ces questions donc, on a conclu qu'elles ont une force questionnante, qu'elles contiennent de la surprise qui est due au fait qu'on a cet échec ces attentes non réalisées. Et souvent, il y a cette charge émotive qui est montrée aussi par les résultats de l'expérience de prosodie, donc de l'analyse prosodique que nous avons faite. Et ça nous fait penser aussi, l'étude de ces questions, que, disons, les catégories, les étiquettes rhétoriques, questions d'information, qui cherchent une information, questions de surprise, ou miratives, on peut dire, ce sont des étiquettes qui parfois sont difficiles à donner, et certaines questions semblent pouvoir un peu jongler entre ces différentes fonctions pragmatiques Juste
l'analyse prosodique que vous avez faite sur les stimuli, parce que les stimuli que vous avez fait tester à vos auditeurs, C'était les mêmes. c'était donc des stimuli oraux, c'est ça? Non, pas. L'analyse prosodique, elle a été faite sur quoi, en fait? Je ne l'ai pas présenté parce que je savais que c'était moi. Sur les mêmes stimuli, mais c'était une expérience de production que nous avons faite indépendante. Ah, ok, que vous avez fait enregistrer. Oui, on a monté une expérience de production pour. Donc, c'est enregistré en situation de laboratoire, c'est ça? Oui, absolument. En fait, il devait lire le contexte aussi, si je me souviens bien. Le contexte induisait la lecture. Ou non. Dans le contexte, il devait les lire en silence. Alors là, ça remonte. Il me semble qu'il devait les lire en silence et après seulement la phrase qui était suivie par une autre phrase qui renforçait un peu l'interprétation. Donc, il devait y réfléchir un moment avant. Comme souvent dans les expériences de production, voilà, ils doivent un peu jouer un rôle. Donc, c'était pas toujours, on n'avait pas toujours des bons acteurs. Et après, nous avons fait des analyses quantitatives, surtout du contour final et sur comment nous avons vu des différences et aussi des propriétés typiques comme la voix craquée ou high pitch qui montre, qui est souvent associé à un contour à cloche, qui sont souvent associés à la surprise ou parfois voilà, à de l'émotion. Donc, cette émotion est présente. Voilà. Voilà, et nous avons continué à étudier ces interrogatives. Yann a rejoint voilà, l'équipe et nous nous sommes intéressés avec Yann et Yon aux interrogatives qui commencent par comment ça et comme Yann est expert aussi de linguistique hispanique, voilà. Nous avons comparé cette construction en français avec la construction en espagnol, comme OK, qui n'est pas identique. Hein, ce qui, pour présenter, ça favorise le fait qu'en anglais, on a les mêmes mots, mais en fait, mais vous voyez bien qu'en français, on a un démonstratif et en espagnol, nous avons un complémentaire ici, comme que en français. Et pourtant, malgré cette différence, elle semble avoir même des propriétés syntaxiques plus similaires qu'on puisse penser, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Et aussi d'un point de vue de l'interprétation, elle semble vraiment être correspondante, hein, selon l'étude que nous avons faite. Donc, d'un point de vue de la forme de ces interrogatives, donc nous avons cette expression interrogative comment plus démonstrative ou comment plus complémentaire. Et après, la partie restante, ce que nous appelons le remnant, est une citation d'un énoncé précédent qu'on appelle la provocation et une citation qui peut être exacte ou pas et partielle ou complète, ou l'énoncé entier qui est cité. Comment ça, tu as quitté ton travail? J'ai quitté mon travail. Comment ça, tu as quitté ton travail? Dejé mi trabajo. ¿Cómo que dejaste tu trabajo? Et comme je disais, on peut avoir seulement une partie de l'énoncé précédent qui est citée. Comment ça travaille? Tu as un travail? Ou ¿cómo que trabajo? ¿Tienes empleo? Et peut-être cette différence entre démonstratif et complémentaire est ce qui explique la seule différence importante que nous avons trouvée entre les deux constructions et notamment l'impossibilité d'avoir une interrogative comment ça en espagnol, hein, como que est agrammatical, alors qu'en français, on en a trouvé dans notre analyse de corpus, hein, ce sont très fréquents.
Autre caractéristique, disons, de forme de ces interrogatives est le fait de... donc, cette citation peut être exacte ou pas, et s'il y a un pronom déictique, le locuteur peut décider, dans la provocation, le locuteur peut décider de voilà, faire le changement des personnes. Hein, je ne vais pas la voir. Comment ça, tu ne veux pas la voir? Ou bien, il peut décider de citer les mots exacts et donc garder le même déictique. Ces exemples viennent de scénarios de films et je vous parlerai après, viennent de notre corpus, je vous parlerai après du corpus que nous avons choisi pour notre analyse. Et là, vous voyez comme c'est des scénarios, ils sont écrits et là, le scénariste a même ajouté des guillemets, hein, ce qui montre un peu cet aspect de citation. Voilà. Donc, nous avons identifié après avoir fait une première analyse, surtout on s'est d'abord basé sur des sous-titres de films en français et en espagnol, les mêmes sous-titres, et après nous sommes passés à d'autres corpus. Mais une première, disons, analyse nous a permis de faire l'hypothèse que ces constructions ont trois interprétations différentes possibles. Une interprétation que nous avons appelée mirative, mais qui, donc là les termes sont différents, mais finalement ça revient, je pense, hein, mais on n'est pas encore sûr 100%, mais il nous semble que ça revient à l'interprétation que je viens de vous décrire des interrogatives en comment plus modal. Hein, en gros, donc une interprétation des raisons avec surprise. Hein. Non, miratif, ça veut dire de surprise. C'est juste une grammatique. Quand on grammaticalise un peu la surprise, je ne sais pas si le terme miratif vient de admiratif, justement. Mais mirative, au moins en anglais, c'est plus utilisé maintenant. Mais ça vient de cela, exactement. Comment? Être surprise sans être indigné. Je dirais, donc, il y a toujours cet aspect négatif qui peut être présent ou pas. Et il me semble qu'il est moins présent dans ces questions en comment ça que dans les questions en comment plus modal que nous avions étudiées dans l'autre étude. Mais ce n'est pas clair et ce n'est pas facile nous avons essayé d'annoter cette évaluation négative, cette charge négative, et finalement, c'était très difficile de s'accorder aussi. Après, il faudrait regarder, il faudrait écouter la prosodie, là, joue un rôle crucial, donc ne pas avoir la prosodie ne nous permettait pas de faire une annotation précise, donc nous avons un peu abandonné, mais il me semble qu'elle peut être là ou pas. Voilà. À la base, c'est épistémique, mais les extensions pragmatiques qui vont en direction de reproche et avec une évaluation négative selon une base modale bouletique, ça peut arriver parfois. Oui, exactement. Voilà, donc avec ces éventuelles petites différences, mais disons, il y a dans cette interprétation aussi cette inconsistance, cette incohérence entre les attentes du locuteur et dans ces cas-là, la provocation ou une partie de la provocation. Un effet de surprise et c'est voilà, directive component, on l'a appelé ici, une composante directive dans le sens que on sollicite l'interlocuteur à réagir, à nous donner plus d'éléments, des explications, etc. Un aspect voilà, qui interpelle l'interlocuteur. Donc, tu vas faire quoi ce soir? Comment ça, je vais faire quoi? On sort, je te rappelle. Et là, c'est un exemple en espagnol. Je ne vais pas vous donner tous les exemples en espagnol, mais
quelques-uns quand même. Mais voyons les demandes déclarées. Mais on peut y revenir hein, si vous êtes intéressé plus à l'espagnol. Donc, les demandes de clarification, donc ces questions peuvent aussi être des demandes de clarification, donc simplement des vraies demandes, des vraies questions où les locuteurs veulent que l'interlocuteur reformule la provocation ou une partie de la provocation. Donc, on pourrait paraphraser cette interprétation comme « qu'est-ce que tu veux dire avec » la partie que je cite hein, de la provocation. Et donc, dans ces cas-là, on s'attend d'avoir une réponse hein, donc dans un corpus, d'avoir une réaction d'un autre locuteur. Hein. Là, c'est le film Les Prénoms, je ne sais pas si vous l'avez vu. Hein, Claude avoue à Vincent d'être dans une relation avec sa maman, Françoise. Et donc, je suis avec Françoise. Et après, il y a d'autres échanges qui se passent. Et Vincent se rend compte comment ça tu es avec maman. Hein. Explication, hein, je veux dire, on est ensemble. Hein, et là, ces guillemets hein, montrent aussi que ce que tu veux dire, hein, je suis avec. Donc, reformulation de la... non, 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 pas cette prosodie-là. Non, non. Alors, comment ça tu es avec maman? Exactement. Oui, oui. Demande de clarification, justement. La question, justement, c'est vraiment comme Florence a fait. Comment ça tu es avec maman? Oui, parce que j'ai du mal à le faire. Moi, je suis vraiment dans la surprise. Quoi. Comment ça Comment ça? C'est incroyable. Mais en fait, c'est pas ça qui me manque. J'arrive pas à... L'intonation, elle est comment dans le film? Parce que là, en français, c'est vraiment discriminant. Si ça monte un petit peu, on est vraiment dans le domaine de l'information seeking. Si c'est vraiment plat, je pense que là, on est dans l'hypothèse narrative, je pense. Je n'ai pas vu le film, je m'en rappelle pas forcément, parce que ça descend, les interrogatives en français, les partiels peuvent aussi descendre, non? On l'a vérifié pour un ensemble des exemples qu'on a tirés des scripts. Et dans ce cas-là, ça reste plutôt bas, mais on a après essayé de vérifier justement la différence si quelqu'un essaye de changer entre le sens plutôt miratif, le sens de clarification et le sens de reproche qu'on n'a pas encore présenté, je crois. Mais là, justement, on a trouvé beaucoup plus de variabilité prosodique que, par exemple, dans les comoquets en espagnol où ça restait plus stable. Donc, c'est ce qu'on vient de dire, que ça change selon l'intonation. Et ici, bien sûr, dès que c'est écrit, on a plusieurs possibilités possibles et juste des probabilités d'association aux différents sens. Mais enfin, en tout cas, ça serait quoi la valeur? Qu'est-ce qu'il cherche le locuteur en posant cette question? J'arrive toujours pas à comprendre. Alors, parce que son ami est dans une relation avec sa maman. Et il n'en revient pas, il est surpris. On peut y revenir sur les liens entre ces différentes interprétations. Mais pour nous, ici, il veut mieux comprendre comme la possibilité que, disons, mon explication est la suivante, que la surprise, avant d'être surpris, je vais bien vérifier que j'ai bien compris ce qu'on me dit. Et donc, je demande une clarification. Reformule-moi. Tu me dis bien que tu es dans le sens que tu es dans une relation avec elle. Ou tu es, on pourrait interpréter différemment, être avec maman dans le sens, je ne sais pas, il essaie de trouver d'autres possibles interprétations de ce verbe être avec. Hein, et le fait que Claude réponde tout de suite après, on est ensemble, hein,
Parce que si ça avait été « Comment ça? Tu es avec maman ?» Oui. La réponse aurait plutôt été « Eh ben oui. » Exactement. On n'aurait pas eu une réponse « On est ensemble » où j'explique mieux ce que je veux dire. Je veux dire bien ce que tu suspectes. Exactement. Oui. Ici, le choix est plutôt fait par Claude que par Vincent. Même si Vincent a une même s'il avec la prosodie, peut essayer de poser une question soit admirative, soit de clarification. Dès que Claude répond avec « on est ensemble », avec une explication, ce qu'il vient de dire, au lieu de, par exemple, une justification pourquoi c'est juste de le faire ou pourquoi c'est acceptable de l'être ou quoi que ce soit. Claude prend un des plusieurs possibilités et continue dans celle et quoi dans l'autre et pas dans l'autre. Et on s'est rendu compte justement de du fait que même avec prosodie, il reste une possibilité de changer le trajectoire du dialogue, du sens où la conversation va. Et de choisir de le comprendre soit comme une demande de clarification, soit comme une expression de surprise. Et en fait, la prosodie de Vincent, elle ne déclenche pas justement la réponse, parce que moi, je me dis que selon sa prosodie, on va répondre bah, oui, on est ensemble, ou alors bah, non, c'est... Mais pour moi, il n'a pas. Moi, je dirais qu'il a une prosodie. Comment ça, tu es avec maman? Alors, je ne suis pas sûre que je fasse la bonne. Comment ça, avec la prosodie, ce que tu faisais, c'est oui, tu as bien entendu. Oui, tu parles bien de maman. C'est ça, en fait. Avec la prosodie en fait, que j'avais produite, il n'aurait pas répondu on est ensemble. Il aurait répondu quelque chose, bah oui, Il faut que tu l'acceptes. Pour moi aussi, le fait qu'il y a les guillemets avec « est », explique-moi mieux ce que « est » veut dire. Ciblé sur le « et », et d'ailleurs, alternativement, on marquerait une césure avant et après. Comment ça, et l'autre chose, c'est que probablement, alors je ne peux pas être sûre, mais à l'écrit, l'intonation « Comment ça? Tu es avec maman ?» Tu es avec maman. Voilà. Où il y a la surprise, on aurait comment ça. Donc là, on aurait deux unités, je pense qu'on aurait deux unités prosodiques, deux énonciations, deux énoncés. Et donc, probablement, un point d'exclamation après comment ça, par exemple. Peut-être pas un point d'interrogation, mais un point d'exclamation. On n'a pas mis l'analyse prosodique. Non, on n'a je pas aujourd'hui, mais dès qu'on sort l'article, il y aura une explication sur les exemples qu'on a analysés où on a vraiment trouvé des grandes différences prosodiques, justement. Tout à l'heure, Lisa disait il y a des questions où ça peut être descendant, sauf que là, c'est une question oui-non, et donc elle va être montante. Donc on sait qu'on a une attente intonative particulière de par la syntaxe. Mais si elle est mise dans cette construction-là, c'est une interrogative partielle dans ce cas-là. Ouais. Je veux dire, elle est oui-non seulement si on considère justement qu'on a deux questions, de comment ça et tu es avec maman. Là, c'est un exemple en espagnol similaire. Comment ça, quelque chose a envahi son corps. C'est une série fantastique, voilà, série télé. Donc, comment ça, quelque chose un être hostile, un esprit, et il explique, donc il donne des reformulations de ce quelque chose qu'il avait mentionné dans la provocation. Et troisième interprétation que nous donnons à ces interrogatives est une interprétation, disons, d'assertion, où il n'y a vraiment pas de questions, il n'y a plus de questions. Le locuteur simplement n'accepte pas la provocation et essaie de convaincre plutôt l'interlocuteur que la provocation est impossible, pas vraie, n'est pas acceptable. Par exemple, ici, j'ai appelé mon ami Cassignol, le préfet, il m'a promis de faire le maximum. C'est gentil, mais ce n'était pas la peine donc
de m'aider. Comment ça, pas la peine? Mais on tient à vous, Mathieu. Ici, pour nous, c'était bien sûr que c'est la peine, hein, si on pouvait dire ça en français. Bien sûr que ça vaut le coup de t'aider. Et le fait qu'il y ait ces mais après, on le verra après, permet aussi de montrer ces contrastes. Donc, nous avons annoté ces trois interprétations dans les interrogatives que nous avons extraites de deux types de corpus. Donc, un corpus de scénarios, à peu près le même nombre de films pour les corpus français et les corpus espagnols. C'est des scénarios disponibles gratuitement dans des sites Internet. Et aussi, nous avons voulu aussi regarder des vraies réalisations dans des interviews sociolinguistiques. Donc, le corpus ESLO pour le français et le corpus CFPP 2000 et corpus de français parlé parisien. Et là, c'est le corpus d'Orléans. Et pour l'espagnol, le corpus COSER, qui est encore, ce sont des interviews à des locuteurs plutôt âgés et vivant à la campagne, donc dans des petits villages. Donc, d'un point de vue sociolinguistique, c'était un corpus légèrement différent, mais on pense qu'il était quand même comparable, vu les résultats. Donc, nous avons annoté à peu près 300 interrogatives en tout. Nous avons inclus aussi les comment ça toute seule. Comment ça tout seul. Et nous avons annoté, Yann et moi, indépendamment, selon ces trois fonctions pragmatiques, et, de façon indépendante. Et disons, nous sommes arrivés nous avons bien sûr des cas de désaccord. Ce qui peut être intéressant en regardant les cas de désaccord entre mon annotation et la sienne est qu'il n'y a jamais de désaccord entre une interprétation de clarification et une interprétation de désaccord, désolé pour le jeu de mots, disagreement, hein, alors qu'il peut y avoir du désaccord dans l'annotation entre une annotation de clarification et une de narrative de surprise, ou bien entre désaccord et surprise. Cela fait penser que ces trois, donc, nous pensons que ces trois interprétations ne sont pas, ce n'est pas un cas d'homophonie complètement, c'est trois interprétations liées l'une à l'autre. Hein, et d'ailleurs, encore une fois, il nous semble que parfois l'interprétation soit ambiguë, qu'on puisse avoir les deux en même temps ou que ce ne soit pas clair, que seulement l'interaction montre où vraiment on veut aller, mais que, disons, les liens sont plutôt entre demande de clarification et surprise, et entre surprise et désaccord. Nous avons pensé à peut-être donc ces flèches indiqueraient une situation où le désaccord augmente dans le cas de la demande de clarification. On n'est pas sûr d'avoir compris, donc il n'y a pas vraiment de désaccord. Dans les questions de surprise, il y a quand même un désaccord dans le sens que la provocation n'est pas compatible avec les connaissances du locuteur. Et dans le cas des désaccords, on rejette complètement la provocation, l'énoncé de provocation, et donc il y a désaccord total.
Si vous êtes intéressé, nous avons fait aussi des analyses statistiques pour vérifier le pourcentage d'accord. pourcentage d'accord. Merci. Et en fait, les cas où on était moins, l'accord entre annotateurs était moins important, c'était les interprétations de surprise, qui sont justement, si c'est vrai qu'elles sont un peu entre les deux, ce sont celles qui peuvent plus, donc qui peuvent avoir des propriétés qui les rapprochent aux demandes de clarification et des propriétés qui les rapprochent au désaccord. Le AC1, c'est juste un kappa un peu plus fiable. On peut l'interpréter un peu comme les kappas, sauf que c'est une autre mesure d'accord. Voilà, et nous avons aussi annoté d'autres aspects de l'interrogative, d'autres propriétés de l'interrogative elle-même ou du contexte pour voir si ces différentes interprétations, voilà, qu'est-ce qui favorisait une interprétation ou l'autre. Notamment, nous avons déjà pris en compte les types de corpus et la langue, parce qu'après, nous avons fait des analyses statistiques pour voir s'il y avait un effet de ça. Là, je vous donne juste les résultats bruts sans statistique. Nous avons trouvé plus d'interprétation de surprises dans les scénarios que dans les interviews, ce qui n'est pas étonnant si on pense que, bon, finalement, des situations de surprise peuvent être recherchées même dans un scénario pour rendre l'histoire plus intéressante, plus... par contre, nous avons trouvé pas mal de désaccords dans les interviews, mais surtout dans les interviews en espagnol. Et là, on pense que ce soit peut-être lié un peu à cette situation particulière d'interview de jeunes linguistes, jeunes doctorants, probablement à des personnes âgées d'un milieu culturel différent. Je ne suis plus sûre si on avait donné une explication à ça. Moi, je dirais qu'on a juste tout simplement trouvé qu'il y a une différence dans la forme d'utilisation entre commoquer dans un sens et comment ça dans l'autre. Oui. Et il faudra encore vérifier s'il y a des raisons plutôt sociolinguistiques ou pragmatiques ou tout simplement d'usage de ces deux formes. Ça reste ouvert. Oui. Des langues, oui, d'usage de l'expression dans l'autre langue. Et l'autre chose, c'est la présence importante de demandes de clarification en français. Cela est lié au fait que en français, nous avons aussi comment ça, tout seul, sans remnant. Et comment ça, tout seul, semble être surtout utilisé comme demande de clarification. Donc, c'est pour ça qu'on trouve probablement... après, pour ce qui est des propriétés de la construction elle-même, nous avons regardé, nous avons annoté quand il y avait un changement de personne, un changement de DX6, et si le remnant était présent ou pas. Donc, les cas comment ça, nous avons annoté les cas de comment ça tout seul. Et pour les changements de personnes, quand on cite, donc on ne change pas la personne, donc les demandes de clarification sont presque toutes contiennent des citations exactes, donc sans changement de personne. Donc, ça pourrait, celui-ci pourrait être, là c'est juste juste des pourcentages, des données brutes. En fait, ça pourrait être quelque chose qui aide à l'interprétation de demandes de clarification.
Et pour ce qui est de l'absence, donc le comment ça tout seul est possible seulement avec une interprétation de demande de clarification ou de surprise, mais jamais comme des accords. Non, ça, c'est bizarre. Ça veut dire, comment ça? Comment ça? Comment ça? Mais justement, si on veut que ça soit entendu comme un acte, pas seulement de reproche ou d'interrogation, ou un essai de montrer un désaccord, mais un vrai, pour rejeter complètement ce qu'on vient d'écouter et de ne pas l'accepter comme soit vrai ou soit... non, pour nous, le disagreement, c'est vraiment sur la C'est pas vrai. vérité de ce que l'interlocuteur vient de dire. Donc, si on veut ne pas accepter la vérité de ce que quelqu'un vient de dire, il faut rajouter quelque chose. Même avec cette expressivité, il me semble que c'est la surprise et éventuellement de l'indignation, du choc qui est ajouté, des émotions qui sont ajoutées, mais je vois toujours, je ne comprends pas. On peut le tester plutôt d'une manière facile. Si quelqu'un dit je viens de me marier. Comment ça? Continuer avec mais oui, dans le sens de Ce n'est pas vrai. je viens d'entendre non et je dis mais oui. Pas avec une idée de expliquer, mais juste insister sur la vérité de ce que l'autre vient de dire. C'est tout simplement quelque chose qu'on n'a pas trouvé dans les données qu'on a. On n'a jamais eu cette séquence de assertion, négation, contre-assertion ou re-assertion, insistance sur le même fait. On ne l'a pas eu dans les données qu'on a vues. J'ai l'impression que ça serait plus Le mariage, c'est peut-être pas une bonne chose, ça a eu lieu, donc c'est difficile de remettre en cause, mais un truc du genre devient pas en cause demain, comment ça? Oui, ou alors l'anglais Mhm. du landroman. Comment ça? Moi, j'ai interprété la surprise et la demande de clarification. Qu'est-ce que tu veux dire avec... Comment ça, tu viendras? Ou comment ça, on n'est pas d'accord sur que tu ne viennes pas demain? Et on ne pourrait pas poursuivre avec demain, je ne viens pas en cours. Comment ça, tu viendras? Ce serait bizarre. Tu ne viendras pas. Oui, comment ça, tu ne viendras pas? Ça, c'est clarification. Mm-hmm. Tu peux dire comment ça aussi, tu viendras. Mais là, c'est vrai, dans ce cas, ce n'est pas vraiment le comment ça qui fait en sorte que ça soit entendu en tant que disagreement ou manque d'accord. Désaccord. Il faut toujours avoir plus qu'un comment ça isolé pour être sûr de ne pas avoir un sens plutôt de surprise ou de... ouais. Ce qu'on a trouvé dans les données, mais il faudra tester, bien sûr, la possibilité de le comprendre quand même, si jamais on essaye de le faire. Oui, si on pouvait... Ce n'est pas d'évidence négative non plus. Tester expérimentalement, là, il faudrait probablement tester expérimentalement parce que c'est difficile de trouver dans les corpus tout ce qu'on... Disons, la preuve tout le temps. Exactement. Pas évident de faire, pas encore arrivé à trouver, mais on tient compte de ça en tout cas parce que vous avez semé les doutes. Moi, j'ai l'impression quand même que si j'ai un dialogue où quelqu'un dit
Tout le monde roman. J'ai quand même l'impression que, en disant comment ça, je ne dis pas que la surprise, je dis un peu le désaccord quand même. Mais dire un peu le désaccord. Oui, enfin, pas que la surprise, aussi le désaccord. D'accord. Et le sentiment derrière ça, ça veut dire que il y a des pourcentages de probabilité de désaccord ou de surprise, ou les deux sont là à la fois. Ah, j'ai l'impression que les deux sont là. Oui, le ça, en fait. C'est le problème du ça. Mais comment Ok. Mais comment ça, il y a vraiment, je pointe du doigt quelque chose qui ne va pas. Et c'est le but de voir, dans les expériences qu'on veut mener maintenant, de voir si on peut soit séparer, soit voir qu'il y a tous ces sens d'une manière plutôt mixte, présents. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a toujours une mixité quand même. Et l'analyse qu'on a fait là-dessus, la statistique qu'on a fait est en fait une régression multinomiale logistique qui nous donne des résultats de probabilité et que de probabilité, ce qui fait justement, qui nous donne une image qui permet exactement ça. Bon, si on arrive dans le temps qui nous reste. Oui, je ne sais pas, moi je continue comme ça, mais si je dois m'arrêter, dites-moi, hein, parce que... Alors, les constructions, tu dis, elles ont quelle propriété les constructions? Alors, en fait, nous avons annoté ces propriétés-là. Bon, corpus et langue, c'était déjà là. Nous avons annoté aussi la présence ou pas du changement des personnes, la présence ou pas du remnant. Hein. Ce qui suit comment ça. Donc, nous avons considéré quand il n'y avait pas dans les corpus français seulement, quand il n'y avait pas de quelque chose qui suivait comment ça. Et après, nous avons aussi annoté l'hésitation, et s'il y avait une hésitation autour de la phrase, donc des propriétés autour de la phrase, ou si la phrase était précédée ou suivie de marqueurs adversatifs, une conjonction adversative ou des expressions qui indiquaient exprimer l'adversativité et comme ici, comment ça, pas la peine, mais on tient à vous pour voir si, par exemple, nous avons vu que ces mais ou expressions similaires est pratiquement absent avec les demandes de clarification. Et finalement, ce qui est peut-être la propriété la plus intéressante est s'il y avait un changement de tour de parole ou pas, et aussi quel type, si le tour restait à la même personne, s'il y avait une assertion après ou autre type d'acte, une demande d'information. Quand tu dis changement de tour, c'est que l'autre, le tuteur, prend la parole. Exactement. Par exemple, là, comment ça tu es avec maman? Là, changement de tour de parole. On est ensemble. C'est Claude qui répond, réplique. Alors que là, par exemple, comment ça, je devrais être vivant? Hein, c'est la série fantastique. Si c'est comme ça, je demande que c'est toujours lui qui... Bon, si c'est le cas, alors... oui. Donc, et là, donc le tour de parole change. Hein, j'ai ajouté ça parce que parfois, nos codes, je trouve que turn continuation, c'était plus difficile. Donc là, les tours changent. Hein, et donc, quand les tours changent, donc, pour les demandes de clarification, la plupart des demandes de clarification voient un changement de tour de parole. Et après, ce qu'on peut observer, c'est que... Mais il y a un changement de tour de parole aussi. Hein, on revient un peu
à ce que je disais en début de présentation sur cette force questionnante dans les questions de surprise. Voilà, il y a quand même un pourcentage de questions de surprise qui sont où il y a une réplique, un changement de tour, direct, oui, un changement de tour. Et après, il y a une différence entre une suite qui est du même locuteur qui a une assertion et une suite qui n'est pas une assertion, disons qui est dans la plupart des cas une question. Cela est en fait, dans la plupart des cas de disagreement, des désaccords, c'est l'assertion qui suit plutôt qu'une question. Tout ça, c'est les données brutes et si vous êtes intéressé, mais là, vraiment, le gros du travail, hein, je ne l'ai pas dit, mais a été fait par Yann, le travail sur Corpus, et les analyses aussi. Et les analyses, si vous voulez, mais je laisse la parole dans ce cas-là à Yann, parce que c'est des analyses plutôt complexes. Je ne sais pas si, ou si on passe directement à la discussion et est-ce que vous êtes intéressé à savoir ce qu'on a fait? D'accord, je vais faire vite. Donc, ce qu'on a fait avec ces données brutes, c'est de créer des modèles ou sélectionner des modèles d'analyse avec des régressions multinomiales logistiques et le choix de complexité de modèle a fait par un processus qu'on appelle forward fitting, donc avec un rajoutement successif des facteurs indépendants pour voir toujours s'ils portaient ou pas un effet significatif sur la modélisation de la variable dépendante. Et on a vu dans un premier pas que si après avoir juste vu l'effet de langage et du type de la langue et du type de corpus, et on rajoutait juste remnant and person shift, le changement d'éthique, ça nous a donné ces effets ici, ce qui montre que il y a une différence, un impact significatif du type de corpus sur la différence entre disagreement, manque d'accord et clarification. Puis on a rajouté le niveau de contexte. Les propriétés autour de l'énoncé. Les propriétés autour de l'énoncé, pas seulement les propriétés de la construction elle-même. Ça nous a encore une fois donné des effets significatifs. Et finalement... Vous n'avez pas retiré ce qui n'était pas significatif? Donc, bien sûr, on a retiré ce qui n'était pas... Parce que Remnant, par exemple, qui ne l'est pas, il était déjà présent avant. Vous ne pas l'avoir retiré ici. Remnant... Là, Remnant, on voit qu'il n'est pas significatif. Faut que je vois. Ah, pardon, si. Il est. C'est moi qui m'a lu. Ils Ouais. sont À ce moment, avec la complexité du modèle, on a perdu l'impact de quelques-uns entre eux. Parce que justement, il y avait des corrélations entre quelques facteurs externes. Mais on a commencé par niveau de complexité d'analyse, c'est-à-dire taille de fenêtre d'analyse. Si on prend une taille de fenêtre tout petite, juste avec la construction elle-même, son contexte plus large de l'exemple, on a un effet significatif pour toutes ces variables. Mais dès qu'on rajoute le niveau de contexte, présence ou non de marqueurs adversatifs et hésitation, il reste significatif à part l'effet de
person shift. n'est plus significatif. Ah non, ça Ça l'est reste, encore, ouais. ça l'est encore, mais dès qu'on Il rajoute disparaît. turn continuation, qui porte vraiment beaucoup sur le choix d'interprétation, là, on verra la perte de... faut que je me rappelle. La perte de person shift? On- Non, pas encore. Oui, alors c'est là. Oui. On perd presque tout parce que ouais. les tours de parole est décisif pour déterminer finalement, Ouais. distinguer les trois interprétations. Donc on perd la person shift et quoi d'autre? Adversative marker. Et l'adversité. Mais la manière de le représenter ici ne nous donne pas l'image parfaite sur tout ce processus. Ce qui est important, c'est que on n'a pas les effets finaux maintenant ici dans la présentation, mais on a trouvé que le changement, la différenciation entre les différents sens c'est fait à ces trois niveaux, selon des critères à tous les niveaux qu'on a analysés, et avec un impact surtout du troisième niveau d'analyse, c'est-à-dire de dialogical level, la continuation ou non-continuation du tour. Surtout, ça nous a permis de distinguer parce qu'on avait un peu des doutes sur les désaccords, parce qu'on disait, est-ce que c'est simplement la surprise et il nous semble que voilà, c'est cette différence entre assertion ou pas du même locuteur. Donc, dans les cas de la continuation de tours de parole, dans le même locuteur continue les tours de parole et garde son tour de parole et s'il continue avec une assertion, disons, c'est le désaccord qui est plus probable. Ce qu'on a vu déjà dans les chiffres bruts. Et on a même eu la possibilité de calculer la precision and recall, donc le pourcentage et la fiabilité de prédiction sur le sens de chaque énoncé dans tout son contexte, avec tous les facteurs qu'on a pris en compte. Et on a quand même réussi à arriver à une précision de au-delà de 60%, ce qui veut dire que le modèle qu'on a créé à la fin était quand même capable de faire une certaine différence entre les différents sens en contexte. Mais il nous manquait bien sûr encore beaucoup d'informations et on croit que c'est surtout la prosodie qu'on n'a pas annotée. Et si jamais on arriverait à rajouter la prosodie dans l'analyse, le modèle serait beaucoup plus fiable. Et ce qu'on essaie de faire... Ce qui nous semble d'une analyse seulement de quelques phrases par interprétation, nous semblait effectivement, je n'ai pas donné dans les diapositives, mais on voyait une différence qu'on a quand même dans l'article, on la mentionne dans l'article, si jamais on arrive à le publier. Ouais. Si vous êtes intéressé. Il nous semble qu'il y avait des différences plutôt claires, mais évidemment, il faut... Ici, on a le résumé. Donc, les trois fonctions varient selon le genre du texte. Mais après, la différenciation se fait vraiment selon le contexte, selon la présence ou non des marqueurs adversatifs, des connectives adversatives surtout, la continuation ou non du tour. Ouais. Ouais. Oui, en gros, c'est ça. Et voilà, et actuellement, juste pour vous, on est en train, on peut essayer de faire un peu un inventaire, pas complet, parce que l'idée est d'essayer de faire une expérience, cette fois-ci, de jugement d'acceptabilité, où on essaie un peu de tester les différentes possibles interprétations. Là, c'est un peu
un brainstorming sur, déjà sur ce que ces différents éléments interrogatifs peuvent, les fonctions qu'ils peuvent avoir, pourquoi raison, mais aussi but, ce qui n'est pas présent dans les autres éléments interrogatifs. Surprise aussi, pourquoi pas, on peut tout à fait être surpris, exprimer la surprise avec une interrogative avec pourquoi, mais ce n'est pas évidemment obligatoire, alors que la surprise semble être un peu, donc, semble être présente parfois de façon inhérente à comment ça, mais voilà, nous avons aussi d'autres possibles interprétations. Comment se fait-il? Semble, là c'est juste des intuitions, avoir une interprétation des raisons avec surprise ou pas, je ne suis pas sûre. L'aspect négatif me semble moins présent, mais voilà, c'est juste des intuitions. Et nous avons aussi, l'idée serait de tester aussi qu'est-ce que, qui a été testé par Agnès Sell, qui devait, est-ce qu'elle finalement, elle a présenté ici, je ne sais plus, oui, elle était venue finalement quand j'ai dû renoncer. Voilà, donc vous avez déjà entendu parler de qu'est-ce que, qu'elle interprète comme ayant une interprétation de surprise. Pour nous, il y a plutôt un côté de défi qui est présent, qu'on voudrait aussi tester, un peu de reproche qui est toujours associé à ce que. Donc, probablement, on restreindra à notre expérience à ces éléments-là interrogatifs et à ces interprétations-là pour essayer de, et en jouant avec les contextes, l'idée est d'essayer de voir qu'est-ce qui est plus approprié, quel contexte est plus approprié avec quelle interrogative. Et donc, il faudra que vous nous invitiez une autre fois pour qu'on vous parle de cette expérience-là. Bon, merci de la patience.